Aujourd'hui, on va parler de contrôleurs. Non, pas celui-ci. Les contrôleurs pour vélo électrique. Un contrôleur pour vélo électrique, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à plusieurs choses. Premièrement, ça sert à transformer le courant continu en courant triphasé. Oui, car nos moteurs fonctionnent sur du triphasé. J'oublie une chose importante. Il faut bien alimenter ce contrôleur. Et il faut bien l'alimenter suivant la batterie qu'on va mettre derrière. Ok? Un contrôleur de 24 volts ne peut pas recevoir une batterie de 36 volts. Enfin, en théorie, parce que réellement, il peut. Ouais. C'est ce qu'on faisait avant, par exemple, lorsqu'on avait des batteries au plomb. On mettait une tension légèrement supérieure, et ce qui permettait d'avoir une plus grande autonomie. On trichait un peu. Mais la batterie au plomb aussi a quelques faiblesses, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très forte. Avec les batteries lithium, il faut quand même un petit peu se méfier de cette histoire-là. Quoi qu'il en soit, personnellement, je vous conseille, avec les nouvelles batteries lithium, de ne plus le faire. Vous avez un contrôleur 36 volts, vous lui mettez une batterie de 36 volts. Vous avez un contrôleur de 48 volts, vous lui mettez une batterie de 48 volts. Si vous essayez de faire l'inverse, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un contrôleur de 48 volts et que vous lui mettez une batterie de 36 volts, ça ne marchera pas. Pourquoi transformer du courant continu en courant triphasé? Pourquoi le triphasé? L'utilisation d'un moteur triphasé est beaucoup plus rentable, car moins de perte d'énergie. Sur un moteur à courant continu, cette perte d'énergie se traduit par un moteur qui chauffe et se détruit, ce qui n'est jamais une bonne chose. En triphasé, cette déperdition est beaucoup moins élevée. Le moteur donne plus de puissance pour la même énergie employée. En plus, le moteur triphasé n'utilise pas de charbon et émet très peu de parasites tout au long de sa vie. Son fonctionnement est le suivant. Au centre, un aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Autour, 3 bobines. J'alimente la bobine numéro 1, le pôle sud se tourne vers la bobine numéro 1. J'alimente la bobine numéro 2, le pôle sud se tourne vers la bobine numéro 2. J'alimente la bobine numéro 3, le pôle sud se tourne vers la bobine numéro 3, etc., etc. Le moteur d'un vélo électrique fonctionne exactement comme ce schéma, mais avec une disposition différente. Les aimants mobiles sont disposés autour des bobines, qui elles sont toujours fixes. Sur ce schéma, j'en ai mis 3, mais dans un moteur, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs bobines à gérer, toujours par multiple de 3. Pour cela, on utilise des capteurs FEOL disposés sur les bobines, exactement sur l'empilage statorique. Cela permet de gérer efficacement l'ensemble des bobines pour régler la vitesse et le sens de rotation. Une autre technique consiste à utiliser le signal des phases pour contrôler la vitesse et le sens de rotation. Cette technique présentait, je parle au passé, quelques inconvénients. Le moteur avait tendance à vibrer, surtout si ce dernier était alimenté par des contrôleurs puissants. Pour éviter cela, il est obligatoire d'avoir une excellente programmation des phases pour que le résultat soit optimum. Avec le temps, les fabricants ont optimisé cette programmation et aujourd'hui, 70% des contrôleurs utilisent les deux techniques en parallèle et ça fonctionne parfaitement. Ils sont sensored et sensorless. Aujourd'hui, pratiquement tous les contrôleurs sont sensorless. Alors, pourquoi il y a toujours des capteurs FEOL? Tout simplement parce qu'on va récupérer l'information de la vitesse à ce moment-là, mais non plus pour l'indiquer au contrôleur qui se débrouille tout seul, mais plutôt à vous donner cette information à vous sur votre display. Et ça évite d'avoir un câble supplémentaire sur le vélo avec le fameux petit aimant que l'on met sur les rayons. Quand c'est possible à faire, bien sûr, les fabricants le font. Quand ce n'est pas possible, ils ne le font pas. Donc on va dire aujourd'hui, on n'a plus besoin des capteurs FEOL pour faire fonctionner un moteur. Un contrôleur sensorless est capable de se débrouiller tout seul. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur un contrôleur, il y a jusqu'à 3 fils qui servent à son alimentation. Le rouge
assez gros qui sera relié directement à la batterie. C'est l'alimentation de force qui doit supporter de 30 à 50 ampères. Le noir, qui est le neutre, lui aussi est assez gros. Il est à relier directement à la batterie. Le deuxième rouge va servir à mettre en route le contrôleur. C'est sur ce fil que vous allez mettre un interrupteur sans risque de le faire fondre. Petit problème de cette connexion, c'est que même arrêté, le contrôleur continue à utiliser un peu d'énergie de votre batterie. C'est pour cela que je vous conseille d'enlever complètement la batterie de votre vélo électrique lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps. Ceci est valable pour la plupart des fabricants. Seuls les sacs Evolution sont prévus d'origine avec un relais qui va couper complètement l'alimentation du contrôleur, évitant ainsi ce problème. Aujourd'hui, je dois vous avouer que certains BMS de haut de gamme intègrent ce type de relais. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez que 2 fils pour l'alimentation de votre contrôleur, il faudra mettre un relais ou un interrupteur qui supporte un minimum de 20 ampères. Concernant l'alimentation moteur, vous allez trouver 3 gros fils qui servent à l'alimentation des phases. Un jaune, un vert et un bleu. Vous allez également trouver 5 fils beaucoup plus petits qui servent à l'alimentation des capteurs et féoles. Un jaune, un vert, un bleu, comme par hasard, également un rouge, qui est l'alimentation 5 volts des capteurs et féoles, et bien sûr un noir qui est simplement le neutre. Sur un contrôleur, il y a énormément de fils, comme vous pouvez le voir maintenant. Enfin, ça va apparaître. Voilà. Donc, sur ce contrôleur, ces fils, ça sert à quoi? À beaucoup de choses. Maintenant que je vous ai appris comment reconnaître les fils d'alimentation du contrôleur et ceux de l'alimentation du moteur, nous allons pouvoir étudier le reste de la connectique. Pour la partie moteur, c'est très simple. En fin de compte, vous avez 3 ou 8 fils. Il suffit de faire correspondre les couleurs et ça fonctionne. Maintenant, il faut faire tourner le moteur. À l'intérieur du contrôleur, il y a ce qu'on appelle une commande, un circuit 5 volts. Ce circuit varie de 0, le moteur ne tourne pas, jusqu'à 5 volts. Là, le moteur il tourne à fond. Dans le paquet de fils qu'il y a sur le contrôleur, il y a différentes choses. Il y a une connectique pour brancher le PAS, le système d'assistance au pédalage, une connectique pour brancher une gâchette ou une poignée d'accélérateur. Dans des pays asiatiques, par exemple, on dira plutôt qu'il y a d'abord une connectique pour brancher la poignée d'accélérateur et une deuxième connectique pour éventuellement mettre un pass. Ensuite, on va trouver 2 connectiques qui vont servir simplement à couper le moteur lorsqu'on freine. Ces commandes ne sont pas très utiles parce que c'est vrai que généralement, quand on freine, on arrête d'accélérer. Mais avec le PAS, elles peuvent être utiles. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on arrête de pédaler, lorsqu'on freine, lorsqu'on arrête de pédaler, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un petit temps de latence qui est de l'ordre d'à peu près d'une demi-seconde pendant lequel le moteur continue à tourner. Le fait d'avoir des poignées avec les coupe-circuits intégrés permet de couper immédiatement le moteur et donc, en théorie, d'éviter, j'allais dire, quelques centimètres qui vous seraient fatals en cas de freinage. Alors, soyons clairs, ça se joue vraiment à quelques centimètres, mais quelquefois, quelques centimètres, ça peut être important. Et puis, c'est aussi la sensation assez désagréable d'avoir le moteur qui vous pousse juste pendant une demi-seconde. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir des poignées coupe-circuit, d'avoir des cocottes coupe-circuit, bon, ça peut être une bonne chose. Pourquoi ça existe? Autant ne pas s'en priver. Vous savez reconnaître les fils d'alimentation du contrôleur. Vous savez reconnaître les fils d'alimentation du moteur maintenant. Vous savez reconnaître les fils qui vont donner l'ordre au moteur de tourner. C'est ce qu'on appelle les commandes. Vous savez également reconnaître ceux qui permettent d'arrêter le moteur. Exact? Eh bien, tous les autres fils sont des accessoires ou des fonctions supplémentaires. Bon, ok. Je vous mets la traduction en français et oui, je vais les mettre ces photos sur ma page mode d'emploi et autres de mon site internet et je vous mettrai le lien
en dessous de cette vidéo. Avec ces 3 exemples, vous avez déjà de quoi vous dépatouiller pour faire tourner votre 2 roues électrique, non? Ah, il y a un petit fil qui n'apparaît pas sur ces 3 exemples. C'est ce qu'on appelle le limitateur. Généralement, il est de couleur grise ou de couleur blanche et c'est un fil qui est relié sur lui-même. C'est une boucle. De moins en moins utilisée, elle permet de limiter le contrôleur à 50% de sa vitesse. Il suffit de la débrancher, de la déconnecter et à ce moment-là, vous avez du 100%. Comme vous pouvez le voir, à part les commandes, je dirais obligatoires, c'est-à-dire l'alimentation du moteur, l'alimentation du contrôleur, la commande du moteur, éventuellement les freins, pour le reste, vous n'en avez pas besoin. Chaque fabricant va mettre sur un contrôleur les accessoires qu'il a envie. Il n'y a pas de normes, si ce n'est que les premières normes, c'est l'alimentation du moteur, l'alimentation par la batterie du contrôleur et bien sûr la commande. Le reste, ça va être de l'accessoire. Donc chacun va pouvoir mettre un peu ce qu'il veut. Ce qui fait que lorsque vous avez besoin de remplacer un contrôleur, il vaut mieux s'adresser aux fabricants du vélo qui vous vendent le contrôleur qu'il a prévu pour le vélo, tout simplement pour retrouver toutes les commandes. Si vous prenez un contrôleur de remplacement, vous risquez d'avoir des commandes en moins. Ça fonctionnera, mais vous risquez d'avoir des commandes en moins. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui, mais les fabricants, ils font payer très cher, etc. Je sais, et les contrôleurs de remplacement sont beaucoup moins chers. Ça fonctionne, simplement, vous risquez, je dis bien vous risquez, d'avoir des modifications et d'avoir des commandes, j'allais dire des accessoires en moins. C'est pas mortel, ça fonctionne, donc il faut faire un petit choix. J'essaye toujours de vous demander le maximum d'informations. Lorsque vous me demandez, lorsque vous, par exemple, vous posez des questions sur les contrôleurs, vous me dites est-ce que ce contrôleur peut aller sur tel vélo, j'essaie de vous demander des informations parce que chacun fait ce qu'il veut. Et j'essaie de vous mettre à chaque coup dans les mains un contrôleur qui sera le plus proche possible de ce que vous avez. Mais dans certains cas, il ne faut pas hésiter à tout changer. Lorsqu'on veut réparer ou améliorer son vélo électrique, il faut mettre les mains dans le cambouis. Il y a des tutos qui existent sur YouTube, j'en fais, la preuve, vous êtes devant cette vidéo. Il y a également des informations qui sont données sur certains forums. Je cite souvent Cyclurba parce que, à mon avis, c'est le forum qui est le plus complet avec le plus de, je dirais, d'adhérents qui vont donner des informations. Donc c'est très intéressant d'aller poser des questions sur Cyclurba, de regarder si des fois la question que vous allez poser, n'existe pas déjà. Donc, et puis de trouver la solution. Et l'autre solution, c'est tout simplement de m'écrire et puis de me poser des questions. Je le fais, même si vous n'achetez pas, je le dis encore, les contrôleurs chez moi. Qu'est-ce qui fait qu'un contrôleur sera fiable? C'est pas difficile. Ça va être vraiment l'électronique qu'il y a à l'intérieur. Cette électronique, elle n'est pas très complexe. Elle se compose d'un microprocesseur qui va gérer l'ensemble du contrôleur et de MOSFET qui sont chargés de dissiper en fin de compte la chaleur. Et c'est pour ça d'ailleurs que les MOSFET sont vissés directement sur le corps du contrôleur pour pouvoir être refroidis. En fin de compte, le corps du contrôleur, c'est un radiateur. C'est pour ça que lorsque sur un site internet, vous voyez par exemple des contrôleurs qui sont très puissants mais qui sont tout petits, posez-vous la bonne question, est-ce qu'il y a le nombre de MOSFET suffisant à l'intérieur? Alors la réponse, elle va être non. Et votre contrôleur peut griller. Surtout en plus si ce contrôleur, il n'est pas cher. Eh oui, parce qu'un MOSFET, ça coûte cher. Et donc, ces composants, vu qu'ils sont chers, on essaye toujours de tirer un peu la corde et d'en mettre le moins possible. Et pour un revendeur, pour un fabricant, dire, voyez, mon contrôleur fait 1000 watts, mais je ne mets que 3 MOSFET à l'intérieur. 3 MOSFET, il ne vous le dira pas, mais les 1000 watts, il sait que ça sera vendeur, donc il va vous dire que son contrôleur fait 1000 watts. Et c'est vrai que sur le papier, ça fait 1000 watts, mais en ligne droite, ça va tenir le coup, mais en montée, ça va péter. Je vais être franc avec vous, les bons fabricants, et des bons fabricants chinois, il en existe même énormément, ils ne vont pas vous raconter des bêtises. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous dire, par exemple, qu'un contrôleur de 1000 watts, il est tout petit. Ils vont vous faire un contrôleur de 1000 watts qui va être costaud, mais qui va être fiable. Mais il sera costaud, il sera grand. Un vrai contrôleur de 1000 watts, c'est vrai que c'est grand comme ça à peu près. C'est bien avec la photo en plein milieu. C'est merveilleux ce qu'on peut faire comme trucage en ce moment avec la vidéo.
Alors que, bon, quand vous avez un contrôleur de cette taille-là, effectivement, sur votre vélo, ça prend de la place et c'est difficile à caser. Alors on met ça sur le porte-bagages dessous le porte-bagages, on va mettre ça derrière la colonne de direction, mais c'est quand même assez balèze. Alors qu'un contrôleur de 250 watts, c'est vraiment beaucoup plus petit. Maintenant, vous en savez autant que moi sur les contrôleurs, donc vous pouvez vous dépatouiller lorsqu'il s'agit de connecter vos contrôleurs. Procédez par élimination, c'est-à-dire que repérez tout de suite les fils de l'alimentation du contrôleur, des capteurs et féoles, ainsi que de l'alimentation moteur. Une fois que vous avez déjà repéré ces trois connectiques, le reste, c'est par déduction que vous saurez à quoi ça sert. Car chaque fabricant peut rajouter des accessoires. Les fonctions de base, l'alimentation, les capteurs et féoles, ensuite les sorties moteurs, ça c'est les fonctions de base. Ensuite, la fonction de mise en route, c'est-à-dire de la commande, qui sera obligatoirement 3 fils. Voilà. Je vous souhaite une bonne connexion, une bonne connectique. Je reste à votre disposition évidemment par email avec les photos de vos contrôleurs lorsque vous avez des petites questions à me poser. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.